Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Mathieu. Salut Fabienne, comment il est ? Léla même, en direct de la Réunion. Je suis trop contente d'être de nouveau sous le beau soleil de notre île et pour quelques semaines. Et ça me permet de vous proposer aussi une série d'interviews enregistrées sur place. Tu as bien fait de fuir le mauvais temps parisien, je t'envie vraiment beaucoup, mais je suis surtout très content pour toi. Et en effet, mon petit doigt me dit que tu profites aussi de ton séjour pour enregistrer quelques épisodes de Bas de Carré, à commencer par celui du jour. Alors Fabienne, qui accueille-t-on sur le podcast ? Eh bien, dans cet épisode, nous accueillons quelqu'un qui va nous emmener au cœur du site payant le plus visité de l'île de la Réunion, c'est-à-dire Kélonia. Stéphane Sissionne est le directeur de cet observatoire de tortues marines qui est situé à Saint-Leu et qui œuvre pour la sensibilisation du public et la conservation des tortues qui passent autour de l'île de la Réunion et dans les eaux de l'océan Indien plus largement. Vous êtes certainement très nombreux à déjà connaître Kélonia. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont même déjà visité ce musée qui est vraiment passionnant. Un musée qui nous renseigne non seulement sur la vie et le rythme des tortues marines, mais aussi le rapport que nous avons avec elles, ainsi que la façon dont nous pouvons les protéger face aux menaces environnementales. Donc aujourd'hui, on va en apprendre plus sur l'histoire de Kélonia et comment ce site est devenu l'un des préférés des Réunionnais. Alors, paré pour plonger dans la vie des tortues marines ? Chapam, il est paré. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bonjour Monsieur Sissionne, bienvenue sur Bas de Carré. Bonjour. Nous sommes à Kélonia, l'observatoire et le conservatoire des tortues marines à La Réunion, que vous allez nous présenter. Merci de nous recevoir. On est vraiment ravis de vous avoir sur Bas de Carré. Je pense que votre site est le numéro 1 dans le cœur des Réunionnais qui s'intéressent à la mer et aussi cher au cœur des touristes qui viennent visiter la Réunion. Est-ce que vous pouvez nous présenter Kélonia brièvement pour les auditeurs ? Donc, je suis Stéphane Sissionne, je suis le directeur de Kélonia, qui est l'observatoire des tortues marines de la Réunion. C'est un observatoire qui existe sous sa forme actuelle depuis 2006. Donc il y a une double mission, une première mission de sensibilisation, puisqu'on va présenter sur le parcours muséographique de Kélonia les tortues marines, les habitats qu'elles utilisent au cours de leur cycle biologique, leurs liens avec les communautés humaines, c'est une partie importante sur Kélonia. Et puis on va aussi parler des menaces, quelles sont ces menaces qui pèsent sur ces tortues, leur importance relative, et puis les mesures et les programmes qu'on met en place pour essayer justement de réduire ces menaces, pour essayer de protéger ces espèces qui sont classées parmi les espèces protégées. Donc ça, c'est la première partie de Kélonia. Puis on a une deuxième partie qui est plus une partie scientifique. On a un centre de soins qui a un agrément du ministère de l'Environnement qui nous permet d'accueillir toutes les tortues blessées et malades récupérées dans les eaux territoriales de la Réunion, de les soigner. Et puis une fois que ces tortues sont guéries, lorsqu'on arrive à les sauver, on va relâcher ces tortues dans le milieu naturel. Et dans ces cas-là, on fait systématiquement parrainer ces tortues par des écoles, ce qui nous permet d'associer sensibilisation et conservation. Et puis enfin, ces tortues qui viennent en centre de soins, on profite de leur présence pour récupérer un maximum d'informations sur ce qu'elles mangent, sur les raisons pour lesquelles elles sont arrivées en centre de soins. On peut les équiper de balises Argos pour suivre leur déplacement. Enfin, on essaie, à partir de ces tortues, de développer des programmes de recherche pour améliorer les connaissances qui sont encore très parcellaires sur les tortues marines de l'océan Indien et de la Réunion en particulier. Et est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né Kélonia et depuis quand est-ce que ce site est un musée ? Alors Kélonia a une histoire un petit peu longue et assez tumultueuse. En fait, l'histoire du site avec les tortues a démarré dans les années 75, à une époque où il y avait un projet d'élevage de tortues, mais un projet d'élevage commercial, c'est-à-dire que le projet à l'époque c'était d'élever des tortues pour pouvoir produire de la viande, de l'écaille, des carapaces, du foie, de la graisse pour faire de l'huile. Enfin voilà, les promoteurs de cet élevage avaient l'intention de valoriser le plus possible les tortues produites en élevage. Donc c'est un élevage qui a été conçu dans les années 70, qui a commencé à fonctionner en 77.
C'est un élevage un peu particulier puisqu'il n'y avait pas de reproduction en captivité. Cet élevage était alimenté par des jeunes tortues qui étaient prélevées dans la nature. Et ces prélèvements se faisaient sur les îles Éparses, qui sont des petites îles françaises qui sont un peu réparties dans l'océan Indien autour de la Réunion, qui ne sont pas habitées, donc sur lesquelles, pour certaines d'entre elles, il y a des colonies importantes de tortues marines qui viennent se reproduire. Donc une production de nouveau-nés de tortues marines important. On estime qu'il y a sur les 2 îles sur lesquelles se faisaient les prélèvements de petites tortues, donc Tromelin et Europa, qui a à peu près 4 millions de naissances chaque année. Sur ces naissances, une partie des tortues naissent le jour. On sait que le jour, la prédation, notamment liée aux oiseaux marins, est extrêmement importante, puisque les études ont montré que 99% des petites tortues étaient la proie justement de ces oiseaux marins et des autres prédateurs diurnes. Donc l'idée des promoteurs, c'était de dire on va prélever ces petites tortues qui naissent le jour, qui de toute façon ne participaient pas au renouvellement des populations sauvages, pour les amener en élevage à La Réunion, les faire grossir, et ensuite commercialiser les produits provenant de cet élevage, en substitution aux produits des tortues sauvages. Donc parallèlement, les tortues sauvages de La Réunion, à partir de 1983, ont été totalement protégées, et donc il était interdit de pêcher ou de capturer des tortues sauvages en mer à La Réunion. Donc c'est un élevage qui a fonctionné pendant 20 ans, donc de 1977 jusqu'en 1997. Et puis en 1997, cet élevage commercial s'est arrêté suite à de nombreuses péripéties. En fait, cet élevage, même s'il y avait un aspect environnemental, puisque justement l'objectif c'était de prélever uniquement des petites tortues qui naissaient le jour, et puis de substituer les produits sauvages pour les remplacer par des produits d'élevage, et de protéger les tortues sauvages, il y avait quand même une polémique qui s'est assez rapidement mise en place sur l'intérêt et la légitimité d'élever une espèce non domestique, protégée en plus, puisque les tortues, à partir de 1981, ont été classées parmi les espèces protégées, voilà, pour des raisons commerciales. Donc il y a eu pas mal de polémiques à La Réunion sur cet élevage de tortues, qui a duré tant que l'élevage a duré. Et puis l'administration, donc l'État, en 1994, a envoyé une commission ministérielle, interministérielle, pour justement statuer sur cet élevage de tortues. Donc il y avait le ministère des Dom-Tom, le ministère de la Mer, le ministère de l'Environnement, qui ont fait un audit et qui ont au final décidé que, compte tenu des engagements de la France pour préserver l'environnement et les océans, ce n'était pas compatible avec le maintien d'un élevage commercial de tortues marines. Donc la décision a été prise d'arrêter cet élevage commercial, avec un moratoire malgré tout qui a été mis en place, voilà, pour permettre à l'entreprise et à la filière économique qui s'était développée à partir de cet élevage de tortues de pouvoir se transformer, voilà, pour que les emplois ne soient pas perdus. Il y a un problème de chômage à La Réunion qui était important, qui était encore plus important à l'époque, donc il y avait une vraie volonté d'essayer de ne pas faire perdre ces emplois, donc de laisser le temps à l'entreprise de se restructurer et de se réorienter. Et à ce moment-là, il y a eu deux projets qui ont été avancés pour pouvoir être mis en place sur cet ancien élevage de tortues. Un premier projet qui était de dire on va maintenir de l'aquaculture sur ce site, mais plus sur les tortues, mais sur d'autres espèces, notamment les crevettes ou les poissons. Et puis il y a eu un deuxième projet qui a été celui que j'ai défendu, qui était de dire, même si on arrête cet élevage de tortues, il y a des connaissances qui ont été acquises sur ces tortues marines pendant les 20 ans que cet élevage a fonctionné. Et il y a peut-être intérêt justement à valoriser d'abord ces connaissances et à les développer en créant un centre de sensibilisation à l'environnement sur la thématique des tortues marines, en développant cette fois-ci l'aspect conservation, l'aspect recherche et l'aspect sensibilisation. Et au final, c'est ce projet qui a été retenu par le conseil régional qui était propriétaire de l'établissement. Donc vous faisiez déjà partie de l'aventure avant Kelonia et puis ensuite lors de sa transformation. Je ne suis pas arrivé en 77, j'étais encore un peu jeune, mais je suis arrivé en 88. En fait, c'était la période justement où cet élevage de tortues existait depuis déjà un peu plus de 10 ans, mais rencontrait à la fois des problèmes économiques importants. Les promoteurs de cet élevage n'avaient pas réussi à trouver un modèle économique qui soit rentable, qui soit équilibré, donc ils perdaient de l'argent. Et puis il y avait toute cette polémique autour de cet élevage de tortues qui ne faisait qu'amplifier. Donc voilà, c'est à ce moment-là justement que se sont posées de façon assez aiguë la question de maintenir ou pas cet élevage de tortues. Et donc c'est à cette période-là que je suis arrivé. Et donc j'ai contribué avec d'autres personnes, notamment Philippe Berne, qui était à l'époque conseiller régional chargé de l'environnement et de l'aquaculture. Une réflexion a été menée avec les services de l'État pour savoir qu'est-ce qu'on fait, Est-ce qu'on maintient l'élevage, et si on ne le maintient pas, qu'est-ce que devient cet élevage.
Donc j'ai travaillé effectivement sur ce projet et porté ce projet de création de Kélonia, donc l'Observatoire des tortues marines de la Réunion. C'est un projet qui a été validé par le conseil régional en 1997, qui a été mis en place à partir de 1998 avec ce qu'on appelait une association de préfiguration qui avait été créée à l'époque justement pour aider la collectivité à réhabiliter cet ancien élevage pour le transformer en centre de recherche et de conservation. Ça a pris un petit peu de temps puisqu'il a fallu réfléchir à quelles vont être ces nouvelles installations. Il a fallu travailler sur le devenir du cheptel captif qui existait encore à l'époque dans les bassins de la ferme Corail. Il a fallu réfléchir à comment assurer la pérennité des emplois. D'abord les emplois de l'élevage, il a fallu recycler. Donc il y a eu des formations qui ont été mises en place pour que les personnes qui travaillent sur l'élevage puissent être intégrées dans le nouvel organigramme avec plus des missions de sensibilisation, des missions pédagogiques, des missions scientifiques, etc. Et puis aussi trouver une solution pour les artisans qui travaillaient l'écaille de tortue, qui avaient été formés sur des fonds de l'État et de la région justement pour travailler cette écaille d'élevage qui avait été produite par l'élevage et puis tout d'un coup se retrouver dans un contexte réglementaire totalement différent. Donc il y a eu toute une réflexion qui a été menée pour qu'ils puissent utiliser justement le stock d'écailles légal qui avait été constitué pendant l'élevage, qu'ils continuent d'ailleurs à utiliser encore de nos jours puisque c'est un stock qui était relativement important. Et quand l'élevage s'est arrêté, ils ont racheté un stock de 350 kg d'écailles qu'ils continuent à utiliser encore de nos jours. Et d'ailleurs, ils viennent sur Kélonia 4 demi-journées par semaine, justement présenter leur métier, l'origine de l'écaille qu'ils transforment, et puis les techniques et les produits qu'ils ont développés depuis une quarantaine d'années maintenant, puisque cet élevage, cet artisanat à La Réunion existe depuis 40 ans. Ok, très bien. Du coup, suite à ce changement, l'établissement de l'Observatoire, est-ce que c'est tout de suite devenu un musée et un centre de soins ou c'était déjà un projet global? Ou est-ce que ça a changé, ça l'est devenu au fil des années? Alors en fait, oui, le projet de transformer le site en un centre de sensibilisation et un centre de soins, ça a été défini dès le départ. Après, il a fallu adapter les installations à ces nouvelles missions, puisque les installations en 1997, quand l'élevage de tortues s'est arrêté, c'était des installations d'élevage avec des bassins d'élevage. Il n'y avait pas de salle d'exposition, il n'y avait pas d'espace pour accueillir le public, etc. Donc il a fallu complètement transformer les installations de l'ancienne ferme Corail. Donc pour ça, il y a un concours d'architectes qui a été lancé, puis il y a un projet qui a été retenu, un cahier des charges d'abord qui a été établi, puis un projet qui a été retenu qui répondait, je pense, bien à ce cahier des charges. On le voit maintenant puisque Kélonia fonctionne plutôt bien. Donc ça a pris entre le moment où la décision a été prise par la région Réunion de transformer l'élevage en un observatoire des tortues marines et l'ouverture de Kélonia, il a fallu attendre 14 ans. Donc 14 ans qui a été une période de transition où on a commencé à mettre en place les missions actuelles de Kélonia, mais avec des installations qui n'étaient pas des installations faites pour ça. Donc ça a été un petit peu, je dirais, particulier. Pas dire compliqué, mais ça a permis aussi de laisser du temps au temps et notamment d'arriver à réintégrer dans la nouvelle structure la totalité du personnel qui travaillait sur l'ancien élevage. Ah oui, ça c'est une vraie réussite. Ça c'est une vraie réussite. Voilà, il y a eu 100% du personnel de l'ancien élevage de tortues qui ont été intégrés dans Kélonia. Des gens qui polissaient les carapaces, qui sont devenus des guides, des médiateurs scientifiques. Une partie du personnel qui est passé à l'accueil et en boutique, une partie du personnel qui a continué à s'occuper des tortues, puisqu'il y a toujours des tortues dans les bassins de Kélonia, même s'il y en a beaucoup moins, donc il faut les nourrir, il faut les soigner, il faut s'en occuper, il faut les transporter d'un bassin à l'autre, etc. Donc la totalité, effectivement, du personnel de cette ferme Corail a pu être maintenue dans les nouvelles missions, et ça, comme vous dites, je pense que c'est une des vraies réussites de cette transition. Alors, qu'est-ce que le visiteur peut voir aujourd'hui en venant visiter Kélonia ? Alors sur Kélonia, il y en a ce qu'on appelle un parcours muséographique qui va démarrer avec un espace d'exposition temporaire où on présente des expos qui vont tourner à peu près tous les ans. Actuellement, c'est une exposition sur les déchets plastiques et la pollution plastique et l'impact sur les tortues marines. Et puis ensuite, le visiteur va circuler sur le parcours muséographique qui est l'exposition permanente de Kélonia avec 3 espaces. Un premier espace qu'on a appelé la découverte où on a reconstitué les différents habitats que vont utiliser les tortues marines au cours de leur cycle biologique, en démarrant par les plages, puisque c'est sur les plages que naissent les tortues marines, et puis ensuite les milieux marins que vont occuper les tortues.
Un deuxième espace ensuite qu'on a appelé la confrontation, où là on va présenter les relations qui existent entre les communautés humaines et les tortues marines. On s'aperçoit que c'est des relations qui sont très très anciennes, qui existent un petit peu partout dans le monde, là où les tortues sont présentes. En fait, dès que les communautés humaines ont croisé les tortues, il y a vraiment des relations très 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 fortes qui se sont mises en place. Mais ces relations sont très différentes suivant les régions du monde, parce que l'image de la tortue en Orient, c'est pas la même qu'en Occident, c'est pas la même qu'en Océanie. Et puis ensuite, cette image de la tortue, cette symbolique liée aux tortues, a aussi beaucoup évolué au cours du temps. Au XVIe siècle, les tortues n'avaient pas la même symbolique qu'au XXIe siècle. Donc voilà pour la deuxième salle. Et c'est là qu'on peut d'ailleurs rencontrer les artisans qui travaillent les écailles dans cette partie, Tout à fait. Sur les relations avec, entre humains et tortues. Parce que sur cet espace-là, il y a un espace réunion qui raconte l'histoire justement de la ferme Corail. Et en face de cet espace-là, il y a ce qu'on appelle l'atelier vivant, où on présente l'artisanat d'écailles qui a été développé à La Réunion, et où les artisans viennent 4 demi-journées par semaine justement pour présenter leur travail, les techniques qu'ils ont développées, la matière première qu'ils utilisent et son origine, donc cette origine d'élevage, origine bien particulière. Et ça permet comme ça d'établir un dialogue avec les visiteurs pour que les visiteurs comprennent bien pourquoi cet artisanat d'écailles de tortue continue à exister à La Réunion, alors que l'écaille de tortue est un matériau réglementé et qui est interdit dans beaucoup d'endroits du monde. Et la troisième partie, c'est l'avenir. La troisième partie, tout à fait, qu'on a appelée l'avenir parce que c'est là qu'on présente les menaces qui pèsent sur les tortues marines, leur importance relative et puis les programmes d'études et de conservation qui sont mis en place justement pour essayer de réduire ces menaces lorsque c'est possible ou de sensibiliser sur ces menaces pour assurer la survie des tortues qui restent malgré tout des espèces protégées, des espèces menacées. Et donc il y a encore un travail important à faire pour assurer leur conservation. Et puis aussi on présente les programmes d'études parce que les connaissances sur les tortues marines, même si elles ont pas mal augmenté ces dernières années, elles restent encore parcellaires et il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore chez les tortues marines. Et donc Kelonia essaye de participer à ces programmes d'études pour améliorer la connaissance des tortues marines et du coup fournir aux gestionnaires des informations importantes pour définir les politiques de gestion et de protection à la fois des tortues mais aussi de leurs habitats puisque il faut préserver les habitats pour que les espèces animales puissent survivre. Et aujourd'hui, votre champ d'études et de protection des tortues marines, est-ce qu'il s'étend aux côtes de La Réunion ? Vous avez des partenariats pour étudier les tortues de l'océan Indien, enfin plus loin, comment ça se passe ? Alors bien sûr, on travaille sur les tortues marines à La Réunion, puisque c'est quand même le territoire le plus proche, et puis sur lequel on a une vraie légitimité, mais pas uniquement, parce que les tortues marines sont des espèces migratrices, elles ont ce qu'on appelle une aire de répartition qui est extrêmement grande, Donc il n'y a pas vraiment de tortues réunionnaises, on ne peut pas parler de tortues réunionnaises, il y a des tortues indiennes océaniques. Et donc on a développé et on continue à développer des programmes avec des partenaires aux Seychelles, aux Comores, à Madagascar, à Maurice, sur la côte est africaine, jusqu'à Oman, jusqu'en Australie justement, pour pouvoir étudier les tortues partout où elles sont présentes. Ça, c'est des programmes qui sont importants. Alors on n'est pas les seuls parce que on ne peut pas tout faire à Kelonia, on est un nombre de personnes limité sur Kelonia. Et donc on a tissé des partenariats avec des structures à La Réunion, comme l'association CDTM, qui avait été à l'origine d'ailleurs de la création de Kelonia, comme l'IFREMER, comme des laboratoires d'écologie marine à l'Université de La Réunion. On travaille aussi avec Globis sur la partie mégafaune, on travaille avec la CEOR sur la partie mégafaune toujours, mais des oiseaux marins. On travaille aussi avec le Conservatoire botanique de Mascarin sur la restauration des plages de ponte, sur les listes d'espèces à planter sur les plages pour favoriser le retour des tortues marines. Voilà, il y a énormément de partenariats qui sont développés à la fois à La Réunion et dans l'océan Indien pour améliorer les connaissances et protéger les tortues. Et quelles sont les différentes espèces de tortues qu'on a du coup dans l'océan Indien, enfin en tout cas dont La Réunion est sur le parcours, et celles qu'on peut voir à Kelonia ? Alors il y a 5 espèces de tortues dans l'océan Indien, en tout cas dans le sud-ouest de l'océan Indien. Il y a 2 espèces qui sont des espèces qui ont toute une partie de leur cycle biologique sur des habitats qu'on appelle des habitats benthiques, en fait qui sont des habitats côtiers. Donc c'est la tortue verte et la tortue imbriquée. C'est 2 espèces qui sont relativement communes autour de La Réunion. Donc on peut voir maintenant assez couramment quand on fait de la plongée ou quand on fait de l'apnée autour de La Réunion. Sur ces 2 espèces, il y a une seule de ces espèces qui se reproduit à La Réunion, c'est la tortue verte. Alors on sait qu'avant l'arrivée de l'homme, la reproduction des tortues vertes était extrêmement abondante. Il y avait certainement de l'ordre de 10 à 20 000 femelles qui venaient pondre chaque année à La Réunion. Actuellement, il n'y a que 2 femelles qui viennent pondre sur les plages de La Réunion, mais
c'est quand même un mieux parce qu'à la fin du XXe siècle, il n'y en avait plus du tout. Oui. Voilà. Donc on a, grâce aux mesures de conservation sur les tortues marines qui ont été mises en place depuis les années 80, on a quand même une amélioration du statut des tortues marines autour de la Réunion, avec un retour notamment des femelles en ponte, ce qui n'était plus le cas au XXe siècle, et donc on espère que dans les années qui viennent, ce nombre de femelles va augmenter. Donc ça, c'est pour les espèces côtières. Après, on a 3 autres espèces qui sont des espèces qui, elles, ne vont pas être présentes sur le littoral, mais qui vont être plutôt présentes au large. Donc la tortue kawan, la tortue olivâtre et la tortue luth. Très bien. Et à Kélonia, on peut toutes les voir ou Alors on ne peut pas toutes les voir. Est-ce qu'il y en a On ne peut voir que 4 de ces espèces, parce que c'est celles qu'on reçoit en soins, donc qui peuvent être soit temporairement chez nous pour des périodes de soins. C'est beaucoup le cas des tortues kawan et un peu moins des tortues olivâtres. Et puis on a aussi des tortues qui font partie de ce qu'on appelle le cheptel captif de Kélonia, donc qui sont des tortues qui sont dans les bassins de Kélonia puisqu'elles n'ont plus la capacité à survivre en mer. C'est des tortues qu'on a récupérées en soins, mais qui sont borgnes ou qui ont des amputations graves des nageoires ou qui ont des problèmes d'arthrite au niveau des articulations, voilà, qui ne sont pas aptes à retourner dans le milieu naturel, donc qui, elles, sont conservées sur Kélonia. La seule espèce qui est jamais présente dans les bassins de Kélonia, c'est la tortue luth, parce que c'est la plus grosse des tortues marines. C'est une tortue qui est strictement pélagique, donc qui vit au large, qui a besoin d'espace. C'est la seule aussi tortue de la famille des Dermochelidés, donc c'est une tortue qui n'a pas d'écailles, donc avec une peau qui est très fragile et qui ne supporte pas du tout les conditions de captivité. Donc c'est la seule tortue qu'on ne peut pas accueillir en soins parce qu'on n'a pas d'installation adaptée pour elle. Donc c'est la seule espèce qui ne sera jamais visible vivante à Kélonia. On a des maquettes, on a des vidéos sur cette tortue, mais on ne peut pas la présenter dans les bassins de Kélonia. D'accord. Et d'ailleurs, au sujet des 2 tortues qui pondent, vous m'avez montré tout à l'heure que l'une des 2, c'est celle qu'on peut apprendre à connaître dans l'espace découverte du musée. Tout à fait, c'est un peu la mascotte de la Réunion, et c'est celle qu'on a décidé d'utiliser pour présenter la biologie des tortues, l'écologie, etc. Et donc dans la salle qui est destinée à la biologie, on fait ce qu'on appelle du storytelling, et on raconte l'histoire des mâts, et c'est en racontant l'histoire des mâts qu'on peut expliquer aux visiteurs le rythme de reproduction des tortues, la reproduction des tortues, les migrations des tortues, etc. Emma raconte son histoire et permet comme ça de découvrir de façon un peu plus ludique, un peu plus personnalisée, des informations importantes à savoir sur les tortues marines et leur biologie. Et d'ailleurs, au sujet de leur cycle de migration et de vie, comment ça se passe sur une année, par exemple, pour une tortue marine ? Alors, c'est pas sur une année, c'est pas des cycles sur une année. En fait, les tortues marines, c'est des espèces qu'on appelle longévives, qui ont des durées de vie très très longues, qui ont une maturité sexuelle tardive. En fait, elles ne sont matures qu'aux alentours de 18 à 25 ans. Et puis, qui, comme vous le disiez, sont migratrices. Donc, elles ont des habitats qui sont très différents suivant les périodes de leur cycle biologique et qui ne viennent pas se reproduire chaque année. Les tortues marines se reproduisent sur des cycles qui vont de 2 à 5 ans. En fait, on pense que c'est le délai nécessaire entre 2 saisons de reproduction pour que les femelles reconstituent leurs réserves de graisse avant d'entreprendre des nouvelles migrations de reproduction et des nouvelles saisons de reproduction. Parce que pendant ces migrations et pendant ces saisons de reproduction, elles ne se nourrissent pas, alors qu'elles doivent produire énormément d'œufs, puisqu'elles vont pondre jusqu'à 500-600 œufs en plusieurs pontes successives, donc ce qui demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de réserves. Donc on pense que c'est le délai nécessaire pour stocker de nouvelles réserves avant d'entreprendre une nouvelle migration. Emma, par exemple, est venue pondre pour la première fois à La Réunion en 2007, et ensuite, depuis, elle vient tous les 3 ans. Donc 3 ans, c'est le temps nécessaire pour elle pour reconstituer ses réserves avant d'entreprendre une nouvelle migration. Si tout se passe bien, puisqu'on a eu le cas avec Emma en 2022 où elle a été percutée par un bateau rapide à La Réunion qui l'a blessée. Et du coup, elle a utilisé une partie de ses réserves pour pouvoir cicatriser et pour pouvoir récupérer de sa blessure, qui était quand même une blessure importante. Et la conséquence, ça a été que Emma a décalé d'1 an sa saison de reproduction. Donc au lieu de venir au bout de 2-3 ans, elle est venue au bout de la 4e année. En plus, elle vient toujours pondre à la même période, c'est fin novembre, toujours sur la même plage, à 10 mètres près, on sait où elle va pondre ses œufs. Donc on a pratiquement, depuis 2007, rendez-vous tous les 3 ans sur la plage avec elle. Et en 2022, on est allé sur la plage pour attendre Emma, et on n'a pas vu Emma, qui n'est pas montée sur la plage. Et quelques mois après, on a eu des images qui nous ont été transmises par un club de plongée qui avait fait une plongée de nuit et qui nous a montré une photo d'une tortue verte, femelle adulte,
avec une grosse blessure à l'arrière de la carapace. Et on a reconnu Emma grâce justement à son profil de la tête. Donc c'était vraiment une blessure importante. On a vraiment craint pour la vie d'Emma, surtout qu'on ne l'a plus revue ensuite, après qu'elle ait été filmée blessée. Et heureusement, Emma a récupéré de sa blessure et elle est revenue pondre à la période indiquée, sur la plage indiquée, avec un an de retard. Et elle a fait quand même 5 nids, donc voilà, ce qui est quand même un point positif, ce qui veut dire qu'elle a bien récupéré de sa blessure. Et combien de temps il se passe entre la ponte et ensuite l'éclosion et la mise à l'eau des petits? Donc ça va dépendre de la température. Emma, elle vient pondre en général en été austral, fin novembre jusqu'à début février, donc c'est plutôt des périodes chaudes. Donc les durées d'incubation, c'est entre 50 et 55 jours. Donc ça, c'est des choses qu'on sait maintenant, donc ça nous permet aussi de surveiller les nids d'Emma pour essayer d'être présent au moment où va avoir lieu ce qu'on appelle l'émergence. En fait, l'émergence, c'est le moment où les petites tortues vont émerger du sable pour pouvoir retourner vers la mer. Ce n'est pas l'éclosion. L'éclosion, elle a eu lieu quelques jours avant au fond du nid. Mais ces petites tortues, elles ont besoin de remonter la colonne de sable, donc entre 50 et 70 cm de sable, pour arriver jusqu'à la surface de la plage et pouvoir retourner en mer. Donc on essaye d'être présent sur ces périodes-là, justement pour déjà s'assurer que cette émergence a bien lieu et faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérangement ou de prédation par des chiens. Il y a quand même quelques chiens errants à La Réunion, ou par des rats, etc. Voilà. En général, on arrive à peu près à être présent, pas sur toutes les émergences, parce que c'est un épisode qui se passe assez rapidement, mais on arrive quand même à être présent sur la majorité des nids. En tout cas, ça a été le cas lors de la dernière saison de ponte de Emma. D'accord. On parlait tout à l'heure donc des menaces qui pèsent sur les tortues marines dans l'océan. Quelles sont les menaces les plus importantes? Alors, à La Réunion, spécifiquement, la première cause de mortalité des tortues à La Réunion, depuis 2018, c'est les collisions avec les bateaux. C'est pour ça qu'on était inquiet sur le sort d'Emma lorsqu'elle a été tapée par un bateau. Il se trouve qu'en 2018, il y a des bateaux rapides qui sont arrivés à La Réunion avec des foils qui sont des espèces de lames métalliques là, qui sont sous la coque des bateaux pour pouvoir leur permettre d'aller plus vite et de consommer moins de carburant. Depuis que ces bateaux sont là, on a beaucoup de collisions avec les bateaux, entre les bateaux et les tortues. Donc ça, c'est la première cause de mortalité. Après, une des menaces qui pèse de plus en plus sur les tortues marines, même si ce n'est pas toujours mortel, c'est l'ingestion de déchets plastiques. Sur les tortues qu'on reçoit au centre de soins, on en reçoit à peu près une trentaine en moyenne chaque année sur Kélonia. On a commencé à étudier l'ingestion par les tortues des déchets plastiques il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Ça concernait 30% des tortues en soins. L'année dernière, c'était 98% des tortues qui arrivaient en soins qui avaient ingéré des déchets plastiques. Donc, presque toutes en fait. Donc presque toutes, voilà. Avec des quantités de plastique qui ont tendance à augmenter. Et quand on regarde les déchets qui sont ingérés par les tortues, on parle beaucoup des sacs plastiques, mais c'est vraiment qu'une petite partie du problème. En fait, c'est tous les objets en plastique de la vie quotidienne qui malheureusement sont jetés même parfois à terre, qui vont être entraînés par les vents ou par les pluies dans les rivières, qui vont ensuite se déverser dans les océans. Et après, les courants océaniques vont disperser, voire accumuler ces déchets plastiques dans certaines zones particulières de l'océan. Et ça va impacter de façon très très significative la faune marine. On retrouve des petites roues de camions, on retrouve des jouets pour enfants, on retrouve des brosses à dents, on retrouve des briquets. Beaucoup de bouchons de bouteilles. Beaucoup de bouchons de bouteilles, dont certains de la marque Aqua, qui est une marque vendue uniquement en Indonésie. Donc ça veut dire que ces bouchons ont dérivé avec les courants marins jusqu'à La Réunion et ont été ingérés autour de La Réunion par les tortues marines. Donc ça montre bien que c'est une pollution qui est vraiment globale, sur lesquels il faut vraiment travailler. Les plastiques, on sait que ça a une durée de vie très très longue, de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Donc tout ça, ça s'accumule dans l'océan et ça a un impact de plus en plus important sur toute la faune marine et les tortues en particulier. Oui, et puis vous m'expliquiez aussi tout à l'heure, lorsqu'on regardait tous les déchets plastiques récupérés dans les estomacs des tortues qui sont accueillies à Kélonia, que ce n'est pas les déchets qu'on jette directement dans la mer uniquement, mais aussi des déchets qu'on peut jeter dans les terres et qui ensuite, par l'écoulement des eaux, se retrouvent dans l'océan. Un déchet plastique même rejeté. Alors on a l'exemple de La Réunion où c'est encore plus criant, c'est que tout ce qu'on jette le jour où il y a une grosse pluie, ça part dans les ravines et ça part dans l'océan, mais c'est la même chose au niveau des continents. On a des fleuves, notamment dans certaines régions du monde, qui sont des déversoirs de quantités de plastique incroyables, quoi. Et qui se retrouvent directement et qui finissent en mer. Dans l'habitat des tortues. Voilà, la mer, c'est le réceptacle final de tous ces déchets et c'est aussi l'habitat des tortues, mais c'est vrai pour les mammifères marins, c'est vrai pour les oiseaux marins. C'est vrai maintenant même pour le plancton, puisqu'on a vu que ces plastiques qui se
dégradés finissaient par faire des micros ou des nanoplastiques qui sont ingérés par le plancton, donc on en retrouve vraiment partout, y compris dans le poisson qu'on mange, qui finit dans des assiettes. Et aujourd'hui, les tortues que vous secourez à Kélonia, il y en a quelques-unes qui ne peuvent pas être relâchées en mer, mais vous en relâchez en fait la grande majorité une fois qu'elles ont été soignées. Alors l'objectif de Kélonia, effectivement, c'est de soigner les tortues et de leur faire retrouver leur milieu naturel une fois qu'elles sont guéries, si elles en ont la capacité. Donc on a actuellement, sur les tortues qu'on reçoit sur Kélonia, on a un taux de survie qui est entre 80 et 85%. Ces tortues rejoignent le milieu naturel. Quand on les relâche, on les fait systématiquement parrainer par des écoles. Ça permet comme ça d'associer sensibilisation et conservation. Et puis on a malheureusement quelques tortues qui sont trop handicapées pour pouvoir retrouver le milieu naturel et avoir des chances de survivre en mer. On a quelques tortues borgnes à Kélonia, on a quelques tortues avec des amputations graves des nageoires antérieures. On a une tortue actuellement qui a eu des arthroses au niveau des articulations des épaules qui du coup avait bloqué les nageoires, donc elle ne pouvait plus utiliser ses nageoires antérieures. Donc voilà, ça c'est des tortues qui restent à Kélonia, ou en tout cas qui continuent à faire l'objet de soins à Kélonia pour des périodes relativement longues, avec toujours l'espoir à un moment donné de pouvoir les relâcher, mais bon, il y en a certaines qui effectivement termineront leur vie dans nos bassins parce qu'elles n'ont plus la capacité à survivre en mer. Et comment est-ce qu'on fait pour suivre ensuite les tortues? Est-ce qu'on les suit ou est-ce qu'elles repartent vivre leur vie en autonomie? Alors en fait, l'objectif c'est qu'elles repartent vivre leur vie en autonomie, mais c'est vrai qu'on essaye malgré tout de valoriser le passage des tortues à Kélonia pour augmenter les connaissances sur ces espèces, notamment pour connaître leur déplacement océanique. Je parlais d'espèces migratrices. Les cycles biologiques et les parcours migratoires des tortues ne sont pas encore totalement connus. Il y a certaines espèces sur lesquelles on a pas mal d'informations, notamment les tortues vertes qui ont été les plus étudiées. On a des informations sur les tortues kawan. Depuis quelques années, on a équipé à peu près 80 tortues kawan de balises Argos qui nous ont permis de mettre en évidence ces déplacements océaniques avec des résultats assez surprenants puisque on a eu des tortues kawan donc capturées à la Réunion, marquées à la Réunion dans l'hémisphère sud qui ont traversé l'équateur pour partir vers des sites de reproduction de l'hémisphère nord. Donc ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été montré dans aucun océan du globe. En général, c'est plutôt des tortues un peu tempérées, les tortues kawan, donc elles ne traversent pas l'équateur, sauf dans l'océan Indien, où il y a des conditions océanographiques un peu particulières. Actuellement, on travaille beaucoup sur les tortues imbriquées, qui sont une espèce en danger critique, qui revient dans les lagons de la Réunion et sur lesquels on essaye d'avoir un peu plus d'informations. Et puis après, il nous restera à travailler sur les tortues olivates et les tortues luttes, où là, on a très très peu d'informations. Mais effectivement, on essaye d'utiliser les tortues qui passent en centre de soins pour récupérer un maximum d'informations sur ces tortues. Donc on fait des prélèvements de peau pour faire de la génétique. Quand on fait des prises de sang, on récupère les échantillons sanguins pour faire des analyses isotopiques pour comprendre l'alimentation de ces tortues. On fait maintenant des prélèvements aussi pour essayer de déterminer l'âge de ces tortues grâce à de l'épigénétique. Voilà. Au fur et à mesure que la science évolue et que de nouveaux outils sont disponibles, on essaye d'utiliser ces outils pour améliorer les connaissances sur les tortues. Et ça permet comme ça à La Réunion d'être maintenant un pôle de connaissances reconnu au niveau international sur les tortues marines grâce à toutes ces études qui sont développées par Kélonia et ses partenaires à partir des tortues qui arrivent en centre de soins. Et comment est-ce qu'on fait? Vous disiez tout à l'heure qu'on reconnaît les tortues par leur profil. Donc on est capable de savoir qui est qui grâce à leur tête? Grâce à l'écaillure, effectivement. Chez les tortues, il y a deux familles principales chez les tortues marines. Il y a la famille des Dermochelidés, donc avec une seule famille qui est la tortue lutte, qui est une espèce qui n'a pas d'écailles, qui a une peau recouverte de cuir. Et puis après, il y a la famille des Chelonidés, qui sont les tortues à écailles. Et justement, ces écailles, le nombre, la forme de ces écailles vont permettre de différencier les espèces entre elles. Mais on a montré aussi sur Kélonia qu'on pouvait pousser un petit peu cette distinction jusqu'à l'individu, puisque sur certaines parties du corps de la carapace, notamment le profil de la tête ou les nageoires, le nombre et la forme des écailles est spécifique à chaque individu. C'est un peu l'équivalent des empreintes digitales chez l'homme. Donc en faisant des photos des profils de la tortue, on peut comme ça créer une carte d'identité qu'on va rentrer dans une base de données qu'on a développée sur Kélonia. Et si on retrouve la tortue, même si c'est 20, 30, 40 ou 50 ans après, l'écaillure n'aura pas changé. Et donc grâce à ces photos et au petit logiciel qu'on a développé, on reconnaîtra la tortue.
Actuellement, on suit à La Réunion des tortues depuis 2004, donc depuis 20 ans, grâce à ce programme de photo-identification de l'écaillure du profil de la tête. Et combien de tortues à peu près on suit comme ça? Donc on a dans notre base de données, pour ce qui concerne La Réunion, on a presque 600 tortues qui ont été photo-identifiées. Voilà, il y en a qu'on a revues qu'une seule fois, mais il y en a, je vous dis, qu'on suit depuis 2004, donc ça fait 20 ans qu'on les suit. Il y en a qu'on a photographiées toutes petites à la sortie du nid. Il y en a qu'on a photographiées alors que c'était encore des juvéniles de 4 kg. On en a une récemment là qu'on avait photographiée elle faisait 4 kg et qui a été revue récemment, alors que maintenant c'est un gros mâle mature de plus de 100 kg. Et grâce à cette écaillure, eh ben on a su que c'était la même tortue. Oh, c'est génial. Donc ça, c'est un programme qui est effectivement très intéressant, surtout qu'on peut faire participer le public. C'est un programme, ce qu'on appelle de sciences participatives. En fait, on essaye de sensibiliser les plongeurs et les apnéistes. Maintenant, presque tout le monde a une GoPro ou un appareil photo numérique pour faire des photos sous l'eau. Donc on essaye de les convaincre de nous envoyer les photos de tortues quand ils voient des tortues. Et ça nous permet comme ça de récupérer beaucoup d'informations sur les tortues de La Réunion. Mais pas qu'à La Réunion, puisque le logiciel qu'on utilise et cette méthode-là est utilisée dans une quinzaine de pays à travers le monde. Donc voilà, encore un programme de La Réunion qui est utilisé un petit peu partout dans le monde sur les tortues marines. Avis aux plongeurs et aux personnes qui sont amenées à peut-être croiser des tortues, voilà, des tortues marines dans leurs activités. Comment est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils prennent la photo, ils vous l'envoient? Ils peuvent effectivement nous envoyer des photos sur le site internet de Kelonia, donc kelonia.org, mais aussi ils peuvent aussi les rentrer dans le petit logiciel de photo-identification, puisqu'on a fait une petite application qui permet aux plongeurs qui en ont envie de rentrer eux-mêmes la photo sur la base de données, de générer eux-mêmes le code à partir du profil de la tête et de questionner la base. Et donc, la base de données répondra en disant, voilà, la tortue, on la connaît, elle s'appelle Bérénice, on la connaît depuis X années, elle a été vue la première fois à tel endroit, elle a été vue la dernière fois à tel endroit. Et si jamais c'est une tortue qui n'est pas encore dans la base de données, eh les photographes ont la possibilité de proposer un nom de baptême pour cette tortue. Et on a comme ça beaucoup de tortues qui ont été baptisées par les photographes qui les ont photographiées pour la première fois. Et est-ce que ce programme a un nom Donc le programme, c'est le programme de photo-identification et la base de données, c'est la base de données Torsoy, donc TORS2OI, donc pour tortues du sud-ouest de l'océan Indien. D'accord. Bon, important à retenir. Avis aux photographes sous-marins. C'est ça. Et alors aujourd'hui, avec vous à Kelonia, combien de personnes travaillent sur à la fois le parcours muséographique et le centre de soins? Donc actuellement, on est 31 personnes à Kelonia, ce qui correspond à 27 équivalents temps plein, puisqu'on a certaines personnes qui sont à temps partiel. Donc pour travailler à l'accueil et à la boutique de Kelonia, donc 6 personnes à peu près. On a 6 médiateurs donc, qui font la médiation pour le grand public et puis pour les scolaires. On reçoit entre 15 et 17 000 scolaires chaque année, donc ça demande de pouvoir les encadrer. On a 6 personnes qui vont s'occuper des tortues, donc, qui sont les soigneurs, plus les techniciens et le chef d'élevage qui s'occupe du centre de soins. On a 6 personnes sur la partie technique, puisqu'on a des pompes, on a des bassins, on a des climatisations, enfin on a pas mal de matériel technique à maintenir. Et puis après, on a une partie scientifique avec 2 personnes, et puis après la partie administrative. Donc si je ne me suis pas trompé, quand on additionne tout ça, on arrive à 31 personnes. C'est quand même conséquent. C'est conséquent parce que Kelonia est ouvert 7 jours sur 7, puisque les tortues, c'est un peu comme un hôpital. Elles ont besoin de soins et d'être nourries tous les jours de l'année. Donc on travaille vraiment 365 jours par an. Pour ce qui est de l'accueil du public, on est ouvert au public 361 jours par an. On n'a que 4 jours de fermeture. Donc pratiquement toutes les équipes sont doublées pour pouvoir assurer cette permanence sur Kelonia. Et combien de visiteurs on accueille par an? Donc l'année dernière, donc en 2023, on a accueilli un peu plus de 217 000 visiteurs. Ce qui en fait, vous me disiez, le premier... Le premier site payant de La Réunion, visité à La Réunion. Donc on est très fiers d'avoir cette position, même si on sait que c'est beaucoup. Kelonia avait été dimensionné il y a 17 ans de ça pour accueillir 120 000 visiteurs, donc on voit qu'on est pratiquement au double. Bon, on ne va pas se plaindre, c'est la rançon du succès, ce qui montre la pertinence d'avoir créé Kelonia. Non, on est très fiers d'accueillir autant de monde et que les gens repartent de chez nous en sachant un petit peu plus sur les tortues et surtout en étant satisfaits de leur visite.
Et c'est du coup des personnes qui viennent à la fois visiter la Réunion, donc des touristes, mais aussi des Réunionnais. Voilà, on fait des enquêtes régulièrement, on demande les codes postales à nos visiteurs, ce qui nous permet de savoir un peu comment se répartissent nos visiteurs. On a à peu près 50% de résidents et 50%, un petit peu plus de 55%, disons, de touristes, enfin de gens de l'extérieur, et 45% de gens de la Réunion. Donc ça montre bien qu'on est vraiment un site que les Réunionnais viennent visiter. C'est important pour nous aussi, hein. On ne voulait pas n'avoir un message que pour les touristes, même si c'est important que les touristes soient sensibilisés aux tortues. Mais on voulait vraiment ancrer Kélonia dans le paysage culturel de la Réunion. L'histoire de la tortue à la Réunion, c'est une histoire ancienne, hein, qui a débuté même avant l'arrivée de l'homme. La Réunion, pendant un temps, a été appelée l'île de la tortue de par sa forme et de par le nombre de tortues présentes, tortues marines et tortues terrestres qui étaient présentes sur l'île avant l'arrivée de l'homme. Donc voilà, on tient à ce que cette histoire soit connue à la fois des Réunionnais et des touristes. Est-ce que Kélonia a suscité des vocations chez les Réunionnais? Vous l'avez déjà observé? Sur Kélonia, on a la majorité des personnels qui travaillent sur Kélonia sont des Réunionnais, qui sont nés à La Réunion. On a certains qui ont fait une bonne partie de leur carrière ici, qui sont arrivés comme stagiaires, et puis qui après ont commencé avec des contrats à durée déterminée, puis avec des CDI, et puis qui ont pu évoluer pour obtenir des postes différents. Je parlais des anciens de la ferme Corail, donc même si là... Actuellement, il n'en reste plus beaucoup encore présents sur Kélonia puisque les autres sont partis à la retraite, mais c'est des gens qui ont démarré à l'époque de la ferme Corail, donc à l'époque de l'élevage, puis qui ensuite ont continué à travailler sur Kélonia. Et puis même depuis que Kélonia existe, on a des jeunes qui sont venus en stage de fin d'études, que ce soit en BTS ou en stage de master, et puis qui ont pu trouver un poste et se spécialiser sur les tortues et évoluer avec nous sur les tortues marines. Quelles sont les perspectives et les projets pour Kélonia? Alors il y a un grand projet sur Kélonia qui est l'extension de Kélonia. Je vous parlais de ce nombre de visiteurs un petit peu trop important par rapport à la taille actuelle de Kélonia. Donc on a un projet d'agrandir Kélonia. Donc on a un terrain qui a été acquis par la région Réunion de l'autre côté de la route, en face de Kélonia, sur lequel on a un projet d'extension. Voilà, en élargissant la thématique des tortues aussi aux tortues terrestres. La Réunion et les Mascareignes étaient, avant que les tortues terrestres ne disparaissent, ce que les navigateurs appelaient des îles à tortues, parce que c'était des îles où les tortues étaient vraiment l'espèce la plus abondante en termes de biomasse et en termes souvent d'individus. Ces tortues, elles étaient arrivées alors par la mer, on le comprend très bien pour les tortues marines, puisque voilà. Mais même les tortues terrestres qui étaient présentes sur ces îles, qui sont des tortues souvent de grande taille, étaient arrivées sous forme de radeaux flottants sur ces îles et avaient colonisé ces îles alors qu'on est à 800 km de Madagascar, à 1200 km de la côte est africaine. Donc, il y a eu le hasard de la courantologie et des migrations de tortues ont fait que des tortues terrestres sont arrivées sur ces îles et ont colonisé ces îles qui étaient des îles désertes, en ayant une influence très très forte d'ailleurs sur les habitats et sur les autres espèces présentes, notamment au niveau de la végétation. On sait qu'il y avait un lien très fort maintenant entre ces tortues terrestres et la végétation de ces îles. Voilà. Tout ça, c'est des connaissances relativement récentes qu'on a besoin de faire connaître aux Réunionnais et au public en général. Et donc le projet de Kélonia 2, qui s'appelle les îles à tortues, est un projet sur lequel on travaille avec la région Réunion et qui, j'espère, verra le jour dans 4 ou 5 ans. Magnifique. Voilà. On espère voir ça rapidement. En tout cas, on vous invitera pour venir découvrir super. ce Kélonia 2. On viendra avec plaisir. Du coup, on arrive petit à petit à la fin de notre entretien passionnant sur les tortues. On termine toujours nos interviews par 3 petites questions, les mêmes. Donc, et la première, c'est qu'est-ce que vous diriez à votre vous plus jeune, peut-être qui ne travaille pas encore dans un centre de conservation des tortues? Quel conseil vous lui donneriez? C'est un peu le conseil que je donne à tous les jeunes qu'on reçoit sur Kélonia en stage, qui arrivent un petit peu avec une idée de ce qu'ils voudraient faire et une angoisse de ne pas y arriver parce que le marché de l'emploi n'est pas très facile, parce que les opportunités ne sont pas très nombreuses. Et donc ce que je me serais dit quand j'étais jeune et ce que je leur dis à eux maintenant, c'est que je dis il faut croire vraiment en ses sens, se donner tous les moyens pour y arriver. Il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Et quand on est motivé, il y a toujours un moment donné où une opportunité s'ouvre et il faut pouvoir être présent pour pouvoir en profiter. Bon conseil.
La deuxième question, c'est selon vous, quel Réunionnais ou Réunionnaises devrions-nous tous connaître ? Alors, c'est une question qui n'est pas très facile parce qu'il y a beaucoup de Réunionnais d'origines différentes, avec des histoires différentes. Mais j'aurais tendance à dire Daniel Waro, parce qu'il a une histoire vraiment singulière et qu'il est vraiment représentatif d'un combat pour mettre en avant la culture réunionnaise. Le Maloya, moi je suis arrivé il y a 40 ans à La Réunion, le Maloya était vraiment quelque chose qui était fait dans les arrière-cours, un petit peu dans des cabarets marrons, on en parlait très très peu. Maintenant c'est reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc tout ça, c'est pas quelque chose qui s'est fait tout seul, ça a vraiment été un combat de plusieurs personnes et Daniel Waro a été une de ces personnes-là. Et puis dans les nouvelles générations, je dirais Graine Sémé, qui est, bon alors je reste dans la musique parce que j'aime bien la musique, mais voilà, qui est un groupe un petit peu plus récent, mais qui continue à faire vivre cette culture et qui montre que en fait cette culture, elle n'est pas figée. Même s'il y a des racines communes qui sont le Maloya, ce Maloya il peut évoluer et il évolue parce qu'il y a des influences extérieures, mais ça n'empêche pas de garder une vraie valeur et une vraie tradition. Voilà. Très bien, merci. Et enfin, pour terminer, aujourd'hui, quelle expression créole vous voudriez partager avec nous ? Ça va être en lien avec les tortues, c'est « tortue voit pas son queue ». Voilà, qui veut bien dire que souvent on voit les défauts ou ce que les autres font mal et on a un peu de mal à regarder ce que nous, on pourrait faire mieux. Voilà, donc tortue voit pas son queue. Essayons de garder à l'esprit qu'on a quand même, comme les tortues, une petite queue. Voilà, exactement. Et je vous remercie beaucoup pour cet épisode passionnant. Je pense que les auditeurs vont adorer. Bon, de toute façon, comme vous dites, c'est pas un hasard s'il y a autant de visites avec Kélonia. Donc, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu jusqu'à Kélonia. À bientôt. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, @batcarré, @bat-kare, pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!